le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dire quelques mots sur le projet de loi C-16, loi portant octroi à Ses Majestés de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice terminant le 31 mars 2023. Ce projet de loi prévoit le financement de ce que l'on appelle le crédit provisoire, qui donne au gouvernement le pouvoir de dépenser avant l'approbation du budget principal des dépenses. La publication House of Commons Procedure and Practice de Marleau et Montpetit l'explique de la façon suivante. Étant donné que l'exercice financier commence le 1er avril et que le cycle normal des crédits ne prévoit que la Chambre se prononce sur le budget principal en juin, le gouvernement semblerait être sans fonds pendant les 3 mois intermédiaires. Pour cette raison, la Chambre autorise une avance sur les fonds demandés dans le budget principal pour couvrir les besoins de la fonction publique depuis le début du nouvel exercice jusqu'à la date à laquelle la loi de crédit basée sur le budget principal de cet exercice est adoptée. Bon, on a une petite fête qui se passe ici. Chers collègues, étant donné que je suis arrivé ici avec un bagage assez important dans le secteur privé, je peux vous assurer que ce processus me met la puce à l'oreille et ça devrait le faire pour vous tous. On nous demande d'autoriser le gouvernement à dépenser environ un quart de son plan de dépenses voté avant un examen détaillé de ces dépenses et avant l'approbation du budget principal des dépenses, qui n'aura pas lieu avant le mois de juin. En outre, il est important de comprendre que, quelle que soit la décision du Parlement concernant le budget principal des dépenses en juin, toute approbation des dépenses accordées par le biais de ce projet de loi de crédit provisoire ne peut être retirée ultérieurement, comme il est indiqué dans la procédure et les usages de la Chambre des communes. Pendant l'examen du budget principal, ni la Chambre ni ses comités ne peuvent réduire un crédit à un montant inférieur à ce qui a déjà été accordé en crédit provisoire. Cela vaut également pour le Sénat. Même si le Comité des finances nationales du Sénat n'a pas encore ouvert une seule page du budget principal des dépenses, cette Chambre est tenue d'approuver 75 milliards de dollars de dépenses provisoires et il n'y a aucun recours pour retirer cette approbation de dépenses une fois qu'elle a été accordée. Si l'entreprise d'approvisionnement fonctionnait correctement, ce serait un processus acceptable. Des contrôles seraient en place pour garantir une responsabilité et une surveillance adéquate. Mais ce n'est pas le cas. En ce qui concerne l'approvisionnement, les parlementaires reçoivent des informations inadéquates, tardives et ne disposent pas d'un plan pour y remédier. On s'en plaint souvent, mais c'est le même cycle. Je tiens à préciser, chers collègues, que ce n'est pas un nouveau problème. Il s'est produit à de nombreuses reprises. On en parle avec indignation. Il avait soulevé ce problème dans son rapport paru en novembre, intitulé « Point à considérer par le Parlement sur la réforme des travaux de subsidies ». Il avait signalé chez de nombreux parlementaires, et je cite, des doutes grandissants quant à leur capacité de constater de façon éclairée au plan financier du gouvernement. Fin de la citation. On lit également dit ce texte, et je cite, l'illustration la plus tangible, on est tous ces rapports où, depuis le milieu des années 1999, le Comité permanent du Parlement recommandait d'améliorer les mesures de contrôle qui s'inscrivent dans les travaux de subsidies. Le milieu des années 90, c'était 30 ans passés et le problème persiste, chers collègues. Chers collègues, je pense pouvoir parler au nom de la plupart d'entre nous lorsque je dis que lorsque le budget principal des dépenses arrive, vous l'ouvrez pour y jeter un coup d'œil et vous vous sentez presque immédiatement submergé et épuisé. Il y a sans doute quelques exceptions à cette règle, peut-être la sénatrice Marshall et le sénateur Lafreda, mais je suis sûre que pour un grand nombre d'entre nous, parcourir le budget principal des dépenses peut être comme boire dans un tuyau d'incendie. On ne peut simplement pas s'attendre à ce que nous puissions examiner et assimiler adéquatement cette quantité d'informations dans le délai prévu. En fin de compte, je me demande combien d'entre nous ferment le budget des dépenses et sont plus reconnaissants que jamais envers les sénateurs Marshall et Lafreda et les autres qui consomment plus facilement toutes ces informations et qui sont en mesure de les approfondir parce que cela représente énormément d'argent qui est dépensé si rapidement. Mais la vérité, c'est qu'aucun parlementaire n'a la capacité d'examiner correctement le plan de dépenses et le budget principal du gouvernement parce que les informations nécessaires pour le faire
ne sont pas mises à notre disposition. Et le fait que je tire la sonnette d'alarme à ce sujet n'est pas une simple rhétorique partisane. Il s'agit d'un problème largement reconnu qui n'a pas été abordé pendant trop longtemps. Dans son rapport de 2016, il y a 6 ans, le directeur parlementaire du budget a noté que l'activité d'approvisionnement ou les travaux des subsides présentaient 3 problèmes fondamentaux. D'abord, le budget présente de nouvelles initiatives politiques, mais les estimations présentent des ajustements fonctionnels aux affectations. Pourquoi cela est-il important? Parce que, et je cite, le Parlement n'a pas le contrôle des nouvelles initiatives politiques, ce qui permet de transférer les fonds entre les initiatives politiques sans l'approbation du Parlement. Deuxièmement, le budget principal ne comprend pas de nouvelles mesures budgétaires. Le Parlement passe son temps à examiner un plan de dépenses dans le budget principal qui ne reflète pas la réalité actuelle présentée dans le budget. Fin de la citation. Troisièmement, le budget et le budget principal ont une portée et une base de comptabilité différentes. Comme le note le DPB, cela signifie que le Parlement est invité à voter sur un plan de dépenses dans le budget principal qui ne peut pas être facilement réconcilié avec les dépenses globales. Ces 3 points pour insister sur le fait que le problème qu'on a une incidence sur la capacité des parlementaires de remplir adéquatement leurs fonctions de surveillance des dépenses publiques sont bien connues. Il n'y a aucun mystère là-dedans. En fait, le rapport de 2016 du directeur parlementaire du budget résumait les conclusions d'un rapport d'un comité de la Chambre des communes paru en 2012, puis, chers collègues, est intitulé « Renforcer l'examen parlementaire des provisions budgétaires et de crédits ». Ce rapport, qui se mérite l'appui de tous les partis, avait non seulement nommé le problème, mais avait proposé des mesures pratiques et significatives en vue de leur résolution. C'était il y a 10 ans et les parlementaires attendent toujours la mise en œuvre de solutions mises de l'avant. À son crédit, le gouvernement actuel n'a pas simplement ignoré les propositions, il a admis que le système est défaillant et qu'il doit être réparé. En novembre 2016, il y a 6 ans, le gouvernement a publié un document intitulé « Donner du pouvoir aux parlementaires grâce à une meilleure information. La vision du gouvernement pour la réforme du budget des dépenses ». Le tout premier paragraphe de ce document, qui est toujours disponible en ligne, se lit comme suit. L'incapacité du Parlement joue un rôle significatif dans l'examen des plans de dépenses du gouvernement est une source fréquente de frustration. Elle découle d'un processus budgétaire incohérent où les postes budgétaires ne sont pas inclus dans le budget principal, où les plans de dépenses sont difficiles à comprendre et à concilier, et où les rapports ministériels ne sont ni significatifs ni informatifs. Fin de la citation. Ce sont les propres mots du gouvernement en 2016. Cette déclaration a été faite dans un document publié par le président du Conseil du Trésor de l'époque, l'honorable Scott Bryson. D'un côté, nous pouvons peut-être être rassurés par le fait que le gouvernement a reconnu l'existence d'un problème et qu'il doit être résolu. Mais d'un autre côté, cette reconnaissance a été faite il y a 5 ans et demi et rien n'a changé de manière substantielle depuis lors. En fait, rien du tout. Lors de cette année sur le budget principal de dépenses, le directeur parlementaire du budget a tiré de nouveau la sonnette d'alarme. Il a écrit, et je cite, « Comme les DPB l'ont mentionné dans des rapports antérieurs, le budget principal de dépenses doit être déposé à une date établie, au plus tard le 1er mars. Mais les autres renseignements connexés, notamment le plan ministériel et les rapports sur les résultats ministériels, ne sont pas assujettis à une telle condition. Ces pouvoirs discrétionnaires donnent une marge de manœuvre importante au gouvernement. Ils créent toutefois un risque de décalage entre les sommes qu'on demande aux parlementaires d'approuver et le moment où les détails sur les dépenses prévues et reliées sont présentés. Cette situation nuit à la capacité des parlementaires de mener un examen approfondi, utile, des dépenses proposées. Fin de la citation. There was more. Et ce n'est pas tout. Le DPB a poursuivi en disant, bien que le gouvernement se réfère au budget principal des dépenses comme étant le plan de dépenses du gouvernement, il n'inclut généralement aucune mesure dans le budget correspondant, pas plus que les plans ministériels, et présente donc une image incomplète des dépenses du gouvernement. Le dépôt du budget principal des dépenses avant la publication du budget a permis au Conseil du Trésor de procéder à un examen plus détaillé des mesures budgétaires avant leur examen par le Parlement
dans le budget supplémentaire des dépenses. Cependant, cela a pour conséquence de demander aux parlementaires d'approuver un financement par le biais du budget principal des dépenses qui était incomplet puisqu'il ne représente pas une image exacte des dépenses prévues par le gouvernement. Le DPB poursuit, et je cite, « Comme l'a déjà admis le gouvernement, ce manque de cohésion entre deux des principaux documents budgétaires du gouvernement engendre la confusion. Ainsi, il entrave la capacité des parlementaires et des Canadiens à comprendre la stratégie globale de dépenses fédérales, à suivre les nouvelles mesures politiques annoncées dans le budget ou à identifier les résultats attendus des nouvelles mesures budgétaires. » Le DPB reprend ensuite les 3 recommandations de tous les partis formulées 10 ans plus tôt par le Comité des opérations gouvernementales de la Chambre des communes. Premièrement, le Parlement devrait établir une date fixe pour le dépôt du budget. Deuxièmement, cette date de dépôt devrait être suffisamment précoce pour que les mesures budgétaires puissent être intégrées dans le budget principal. Troisièmement, les plans ministériels devraient être déposés en même temps que le budget principal. En outre, le DPB a réitéré 2 recommandations qu'il avait formulées plus tôt cette année. Premièrement, le gouvernement devrait reporter la date de publication des comptes publics au plus tard le 30 septembre. Et deuxièmement, le gouvernement devrait exiger que les rapports sur les résultats des ministères soient publiés en même temps. Selon le DPB, ces 5 changements permettraient, et je cite, de créer un processus de prise de décision financière cohérent, intuitif et surtout transparent pour les législateurs. Chers collègues, la vérité est que non seulement les problèmes sont bien connus, mais les solutions le sont aussi. Et comme le gouvernement reconnaît clairement l'existence de ces problèmes et la nécessité de les résoudre, on pourrait penser que cela équivaut à une voie claire pour l'avenir. Et pourtant, non seulement rien n'a été fait, mais ce manque d'information et de responsabilité s'est progressivement aggravé au cours du mandat de ce gouvernement. Considérant le fait qu'en 2020, nous n'avons même pas reçu de budget, et puis en 2021, le budget n'est pas arrivé avant la 3e semaine d'avril. Bien sûr, le gouvernement a imputé la perte du budget en 2020 à la COVID et le retard du budget de 2021 à la COVID. Et pourtant, même cette année, le budget ne sera pas déposé au Parlement avant le 7 avril. La loi sur l'administration des finances exige que les comptes publics soient déposés au Parlement avant le 31 décembre de chaque année. Par convention, ils sont généralement déposés en octobre. L'année dernière, ils n'ont été déposés que le 30 novembre. L'année précédente, c'était le 12 décembre. Cette année, les comptes publics n'ont été déposés que le 14 décembre 2021, ce qui, comme l'a souligné le directeur parlementaire du budget, est la date de publication la plus tardive depuis 1993-94. Il ajoute, les comptes publics fédéraux sont publiés plus tard que la plupart des comptes publics provinciaux et territoriaux. Et près de la moitié des provinces et des territoires publient leurs comptes publics respectifs dans un délai de 6 mois. Fin de la citation. La publication tardive par le gouvernement des rapports sur les résultats ministériels illustre cette même incapacité à fournir des informations en temps utile. Ces rapports décrivent les rendements réels du gouvernement par ministère pour l'année financière la plus récente et permettent aux parlementaires d'examiner ce qui a été réellement accompli par l'argent qui a été dépensé. Et pourtant, cette année, ces rapports n'ont été publiés qu'en février 2022, soit 10 mois après la fin de l'année financière. Ce n'est pas une mince affaire. Comme le note le DPB, l'absence de données complètes sur les résultats en temps opportun rend plus difficile l'examen minutieux des dépenses proposées. Il est important que les parlementaires puissent comprendre les résultats que les organisations espèrent obtenir, comment ils seront mesurés et comment ils se comparent aux années précédentes afin de prendre des décisions éclairées. Chers collègues, il ne manque pas de mesures claires que le gouvernement pourrait prendre afin de corriger les problèmes qui nuisent à notre capacité à assurer un contrôle et une responsabilité appropriée des dépenses de fonds publics. C'est notre rôle. Et pourtant, au lieu de le faire, il continue à aggraver les choses. Un bon exemple, le projet de loi à l'étude aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le projet de loi sur les crédits provisoires que nous examinons aujourd'hui était anticipé
en avril. Pourtant, sous ce gouvernement, le montant des crédits inclus dans le projet de loi de crédit provisoire a fortement augmenté depuis son arrivée au pouvoir, passant de 29 à plus de 40 du total des crédits votés dans le budget principal. À quel chiffre allons-nous arriver? C'est comme s'ils mettaient autant de dépenses que possible dans le budget provisoire, juste pour diminuer encore plus la responsabilité. Chers collègues, nous avons désespérément besoin que ce gouvernement se ressaisisse et fasse ce qu'il convient de faire, mais tous les indicateurs pointent dans la mauvaise direction. Les dépenses augmentent et la reddition de comptes diminue. On mine le rôle du Parlement. Prenez note que ce projet de loi de crédit provisoire porte sur 75,5 milliards de dollars. C'est presque autant que l'ensemble des crédits votés dans le budget principal de dépenses de 2015-2016, lorsque ce gouvernement-ci a pris le pouvoir. Cette année-là, le total des crédits votés dans le budget principal s'élevait à 88 milliards de dollars. Cette année, ce chiffre est de 190 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 116 % en seulement 7 ans. En 2015-2016, l'offre provisoire était de 29 milliards de dollars. Cette année, il est de 193 % plus élevé, à 75,5 milliards de dollars. Le gouvernement actuel a presque doublé ses besoins en dépenses votées en seulement 7 ans. N'oubliez pas, collègues, que le budget principal de dépenses ne tient pas compte de toutes nouvelles dépenses que le gouvernement annoncera dans son budget, ni de toutes les promesses de dépenses qu'il a fallu faire au NPD afin d'acheter ses appuis pour sauver le gouvernement. Nous avons un gouvernement qui ne soucie pas d'ouvrir tout grand le vent aux dépenses publiques, puisse d'imprimer autant d'argent qu'est nécessaire pour continuer de saupoudrer de l'argent un peu partout. They don't care that our Ils ne se soucient pas de l'explosion de la dette, de l'inflation, du fait que le rapport sur la viabilité financière de l'an dernier avertissait que la politique financière actuelle du Canada n'était pas viable à long terme, ni du fait qu'ils n'ont aucun plan pour équilibrer le budget. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas de balises financières, ils ne tiennent pas compte des risques et ils sont négligents dans leur gestion des finances publiques. Ils ne se soucient pas d'apporter les changements fondamentaux nécessaires pour assurer un contrôle adéquat par le Parlement. Mais nous avons la responsabilité de le faire. J'aimerais vous rappeler que la démocratie ne devrait pas fonctionner de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, avec le premier ministre qui décide, les ministres et ensuite les sénateurs en dessous. Il faut que ce soit l'inverse. Le Parlement doit être en haut de la hiérarchie. Ensuite, les ministres. Et en dessous de tout cela devrait se trouver le premier ministre. Le premier ministre, c'est le servant du peuple. C'est ça l'origine du mot. Nous croyons que le Parlement, la bureaucratie, les ministres sont tous redevables au premier ministre, mais il faut mettre fin à cette façon de faire si on veut défendre la démocratie et la primauté du droit. Le gouvernement actuel n'a aucun intérêt à faire ce qui est juste et n'ont aucun scrupule à faire peser sur les générations futures toutes les obligations de payer pour leurs habitudes de dépenses d'aujourd'hui. Les effets se feront sentir sur plusieurs décennies. Ce gouvernement a été insouciant et incompétent. Je crois que le Sénat va sûrement adopter le projet de loi. Nous, dans l'opposition, les conservateurs, nous allons continuer à exiger la transparence et la responsabilité financière. Nous allons redoubler d'efforts pour nous assurer qu'après les prochaines élections, les Canadiens auront à nouveau un gouvernement responsable et compétent qui s'efforce d'assurer l'avenir plutôt que de le mettre constamment en péril. Et nous voulons nous assurer que nous devons savoir que les décisions que nous prenons aujourd'hui auront une incidence sur les prochaines générations. Merci.